Bonjour. Je vais vous présenter une série de quelques vidéos sur le sujet de la matière interstellaire et des étoiles. Cette matière est en commune à deux cours que j'enseigne cette session. Le cours optionnel astrophysique et relativité pour le programme Sciences de la nature et le cours complémentaire à la découverte de l'univers. De sorte que c'est la même matière dans dans les manuels de référence que vous avez. Les examens qualitatifs seront différents pour les deux cours. Dans le cours d'astrophysique et relativité, c'est la troisième partie du chapitre 1. Et dans le cours à la découverte de l'univers, c'est le chapitre 6. Donc les numéros de section vont commencer par 6 pour le cours complémentaire à la découverte de l'univers. Et ce sont des sections du chapitre 1, donc pour le cours d'astrophysique et relativité. Encore une fois, pour les manuels de référence, c'est la même matière. C'est la matière sujette à examen qui va changer. Je vais faire un survol et nous allons commencer avec la conception moderne de la matière interstellaire. J'ai ici une représentation d'artistes de la Voie lactée. Donc la galaxie spirale dans laquelle nous nous situons. Et comme c'est indiqué sur l'image, la flèche indique notre position approximative dans la galaxie. Donc le Soleil et le système solaire se situent à peu près à mi-chemin entre le centre de la galaxie et la périphérie. Donc la Voie lactée est un disque avec des bras spiraux. Et au centre, il y a une partie qu'on appelle le bulbe, qui est une sorte de boule d'étoiles. Et nous avons aussi une barre d'étoiles dans la Voie lactée. Nous reviendrons plus en détail sur les différentes parties de la Voie lactée et sur les galaxies dans une autre partie du manuel de référence. Pour ce qui est de la matière interstellaire, donc inter entre stellaire, les étoiles, mentionnons que tout l'espace compris entre les étoiles dans notre galaxie n'est pas entièrement vide. Il est rempli de matière, donc la matière entre les étoiles, la matière interstellaire. Celle-ci a deux composantes, une partie qui est une sorte d'atmosphère brumeuse et extrêmement raréfiée. On compare sa densité au meilleur vide qu'on peut créer en laboratoire, donc c'est très très raréfié. Et dans cette sorte d'atmosphère, il y a des régions un petit peu plus denses qui sont équivalents aux nuages que nous avons sur Terre et que nous appelons les nébuleuses. Je vous présente tout de suite une première image dans le texte. Donc, on retrouve dans les deux cours, encore une fois. Donc, de façon schématique, ça, c'est une image en passant que j'ai reproduite à partir d'une figure qui est dans le livre de James Scaler. Vous avez la référence pour cet ouvrage dans le plan de cours. D'abord, en gris foncé, on représente la matière interstellaire elle-même, la sorte d'atmosphère diffuse qui remplit tout l'espace dans la galaxie. On appelle ça le gaz chaud et partiellement ionisé en gris. Vous avez aussi des sortes de tunnels qu'on appelle du gaz coronal. Ces sortes de tunnels proviennent d'explosions d'étoiles, de supernovae dans le passé. Et à la suite de ces explosions, la matière a pris de l'expansion dans la galaxie. Et avec les milliards d'années, cette matière a creusé des tunnels. Donc ces deux composantes ici, c'est la sorte d'atmosphère diffuse qui remplit tout l'espace entre les étoiles. Vous avez ensuite illustré 6 types principaux de nébuleuses. D'abord, les nébuleuses sombres, qui sont des régions plus denses de poussière qui cachent, donc qui bloquent la lumière. Je vais vous présenter quelques photos tout à l'heure, dans quelques instants. Vous avez un autre type de nébuleuse sombre, plus petite et plus compacte, que nous appelons les globules de Bock. Vous avez ensuite les grands nuages moléculaires géants, qui sont les plus grandes nébuleuses. Et ces nuages moléculaires géants et les globules de Bock sont les deux types de nébuleuses qui vont donner naissance aux étoiles et à leur système planétaire. Les nuages moléculaires géants sont le lieu principal de naissance d'étoiles. D'ailleurs, dans l'image ici, nous illustrons un amas, donc un groupe d'étoiles qui viennent de naître. On en a de toutes les masses. Un grand nombre d'étoiles peu massives, un nombre intermédiaire d'étoiles de masse intermédiaire et un très petit nombre d'étoiles de grande masse. Comme on en parle dans le texte pour ce qui est des nébuleuses d'émission, donc le quatrième type de nébuleuse, qui est la partie en blanc à l'intérieur du nuage moléculaire géant. Alors, les étoiles de grande masse émettent une quantité importante de rayonnement ultraviolet.
Et bon, l'hydrogène, hein, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers, l'hélium est le deuxième. Le gaz d'hydrogène de notre nuage moléculaire géant, en fait, le gaz qui entoure immédiatement notre amas d'étoiles va absorber l'énergie, enfin une partie de l'énergie du rayonnement ultraviolet émis par les étoiles de grande masse. Et ensuite, ce gaz d'hydrogène réémet cette énergie sous forme de lumière visible. Donc, cette partie ici du nuage moléculaire géant qui entoure l'amas d'étoiles, qui lui-même contient des étoiles de grande masse émettrices de rayonnement ultraviolet. Donc, ce gaz d'hydrogène qui entoure l'amas d'étoiles va se mettre à briller par fluorescence. Donc, la fluorescence, c'est cette propriété ici du gaz d'hydrogène de produire sa propre lumière visible parce qu'il a été exposé initialement à un rayonnement ultraviolet. Donc, je vous ai présenté 4 des 6 grands types de nébuleuses. Les nébuleuses sombres, les globules de Bock, les nuages moléculaires géants, les nébuleuses d'émission. Il reste ensuite les nuages d'hydrogène neutre, qui sont de petits nuages d'hydrogène qui sont très abondants et qui donc flottent finalement dans la matière interstellaire. Et enfin, les nébuleuses de réflexion. On peut voir ici des étoiles à l'intérieur, qui sont aussi des nuages principalement d'hydrogène et d'hélium toujours, et qui vont réfléchir la lumière des étoiles voisines. Je vous présente maintenant quelques images. Voilà. Donc, soit dit en passant, dans la matière interstellaire, vous avez 2 composantes, le gaz, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium, et des grains de poussière, qui sont constitués principalement de métal, de roches et de glace, comme les objets planétaires. Ici, on a une région qui est voisine de la constellation d'Orion, très facilement reconnaissable aux 3 étoiles alignées. Constellation qu'on verra plus tard cet automne et durant l'hiver. Et il y a un vaste complexe de poussière interstellaire qu'on ne voit pas sur cette image, mais qui ressort ici dans une image prise en infrarouge cette fois-ci. Soit dit en passant, l'ultraviolet, l'infrarouge, ce sont des types de lumière, comme la lumière que l'on voit, sauf que nos yeux ne détectent pas cette lumière. Alors, la poussière interstellaire absorbe une partie de la lumière des étoiles, donc elle absorbe de l'énergie et se réchauffe. Cette chaleur que la poussière interstellaire tend à accumuler est ensuite transformée en rayonnement infrarouge que la poussière réémet dans l'espace. C'est pourquoi, si on fait des observations en lumière visible, on ne verra rien. Par contre, si on fait des observations en infrarouge, à ce moment-là, la poussière interstellaire devient une source de lumière que l'on peut observer. Voici une image donc de la Voie lactée, notre galaxie. Donc on revient à l'image, si j'arrive à avoir mon menu, voilà, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc imaginons notre position ici à l'intérieur du disque. Le disque a une certaine épaisseur aussi qu'on ne voit pas dans cette image. Donc quand on regarde le disque de la Voie lactée depuis notre position à l'intérieur, celui-ci semble former une ceinture, un anneau qui nous entoure. Et c'est ceci que je vous présentais. Voilà. Donc ça, c'est une partie de cet anneau qui entoure la Terre, qui est notre galaxie vue depuis notre position à l'intérieur du disque. Et les régions plus sombres ici, où il semble y avoir littéralement des trous dans le ciel, sont en fait des nébuleuses sombres, le premier des 6 types de nébuleuses. Et ici, la poussière interstellaire absorbe la lumière des étoiles, donc nous cache les étoiles situées en arrière, mais il n'y a pas de trou d'étoiles. Il y a vraiment des étoiles dans cette direction, mais elles sont devenues invisibles. Voici un exemple de globule de Bock. Donc, ce sont les nébuleuses sombres les plus petites, les plus compactes, et un des 2 lieux de naissance d'étoiles. Encore une fois, on a l'impression qu'il y a un trou, une sorte d'abysse, de néant incommensurable, pour sortir des grands mots, mais en fait, c'est simplement une masse qui contient beaucoup de poussière qui cache les étoiles. Une des nébuleuses sombres les plus célèbres, c'est la nébuleuse, je vous laisse deviner son nom, de la tête de cheval, parce que, eh bien oui, elle ressemble à une tête de cheval. Donc là aussi, il s'agit d'une concentration de poussière qui cache la lumière des étoiles et la lumière de la nébuleuse d'émission en arrière-plan qui est donc ici lumineuse. Pour ce qui est des nuages moléculaires géants,
Ces autres régions qui donnent naissance aux étoiles, les lieux principaux de naissance d'étoiles, ils n'émettent aucune forme de lumière visible, donc ils ne sont pas observables en lumière visible. Par contre, ils émettent une autre forme de lumière invisible, les ondes radio, qu'on utilise aussi sur Terre pour les télécommunications. C'est donc en ondes radio qu'on pourra les détecter. Voici maintenant une nébuleuse d'émission, donc une région qui a donné naissance à un amas d'étoiles. Il y a des étoiles de grande masse, émettrices de rayonnement ultraviolet. Le gaz d'hydrogène de la nébuleuse absorbe une partie de l'énergie de ce rayonnement ultraviolet et réémet cette énergie sous forme de lumière visible. Ceci est sans doute la plus célèbre des nébuleuses d'émission, la nébuleuse de la constellation d'Orion. Et si je continue, en voilà une autre image sous un autre angle. Voici la nébuleuse de l'Aigle. Et donc, c'est une nébuleuse d'émission qui émet sa propre lumière par fluorescence, toujours le même phénomène. Et au centre, on voit des régions plus sombres. Ce sont des grands piliers de poussière. Et vous avez peut-être déjà vu cette image, parfois surnommée les piliers de la création. Donc, ce sont d'immenses complexes de poussière qui vont, tôt ou tard, donner naissance à de nouvelles étoiles. Voici une autre nébuleuse d'émission, la nébuleuse de la Rosette. Et dans ce cas-ci, on peut voir au centre, il y a une sorte de bulle. Donc, les étoiles de grande masse, c'est plus brillant. En plus d'émettre, en fait, elles émettent beaucoup de rayonnement ultraviolet. Ensuite, toutes les étoiles émettent aussi un vent, le vent stellaire. Ça, c'est pas de la lumière, c'est de la matière qu'une étoile expulse continuellement dans l'espace. Et avec les étoiles de grande masse, on a un vent stellaire très puissant, on a un rayonnement ultraviolet intense. Donc, à la fois le vent de l'étoile et la lumière elle-même exerce une pression sur la matière de la nébuleuse et repousse cette matière, ce qui va creuser une bulle au centre de la nébuleuse. Quand la lumière exerce une sorte de pression, une poussée sur la matière, aussi surprenant que ça puisse paraître, on parle du phénomène de pression de radiation. Ici, le mot radiation est synonyme de lumière. On a un grand plan ici sur la région centrale de la nébuleuse de la Rosette. Pour les nuages d'hydrogène neutre, cinquième type de nébuleuse, ils sont aussi transparents et tout comme c'était le cas des nuages moléculaires géants, c'est en ondes radio qu'on peut les détecter. Voici enfin un exemple de nébuleuse de réflexion autour d'étoiles d'un petit groupe qu'on appelle les Pléiades. C'est un petit amas d'étoiles dans la constellation du Taureau. Et c'est un amas d'étoiles tout jeune qui vient de naître. Alors, il y a encore des restes de la nébuleuse qui a donné naissance à cet amas. Ici, les restes de la nébuleuse réfléchissent comme un miroir la lumière des étoiles et c'est cette luminosité diffuse qu'on peut voir autour des étoiles. Je termine rapidement cette première vidéo en mentionnant que les deux types de nébuleuses qui donnent naissance aux étoiles, les nuages moléculaires géants, lieu principal, et les globules de Bock, lieu secondaire, sont également deux types de nébuleuses dans lesquelles il y a une chimie interstellaire, donc il y a des molécules qui s'assemblent dans ces nébuleuses, un très très grand nombre de molécules, entre autres la molécule de dihydrogène H2, molécule de monoxyde de carbone CO, carbone-oxygène, mais aussi des molécules d'eau et aussi des molécules organiques. Les molécules organiques étant, si vous voulez, les blocs de construction des êtres vivants sur Terre. Cela dit, la présence de molécules d'eau et de molécules organiques n'implique aucunement, malheureusement ou heureusement, donc aucunement la présence d'êtres vivants dans ces nébuleuses. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la matière interstellaire. Bonne journée!